Très souvent en saison de pluie, nous avons comme une sensation de douleur au niveau de notre gorge, ce qui nous donne de la peine à avaler de l'eau, encore moins la salive. De nombreuses causes peuvent être à l'origine de cette infection. Elles peuvent être bactériennes ou alors virales. Les enfants et les adolescents forment une population plus à risque de développer cette maladie. Au Cameroun, 2 enfants sur 5 âgés de 2 à 8 ans sont atteints ou alors ont déjà été atteints d'une amygdalite. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce matin dans le cadre de votre émission Santé Plus, nous parlons des amygdalites. A tout de suite. Veuillez vous asseoir. Ok. Bonjour. Quel est l'objet de votre visite? Je suis un monsieur parce que je me suis réveillée très tôt ce matin et puis j'ai senti que j'avais une flash dans la gorge. Et quand il voulait faire sortir la flash en question, je sens qu'il y a un truc qui est un peu plus tendre. J'essaye de retirer, mais ça ne sortait pas. Mais vers la fin, c'est quand même sorti une flash comme ça. Et je sentais toujours qu'il y avait quelque chose comme ça se baladait dans ma gorge. Est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez mal à la gorge? Vous ressentez juste qu'il y a quelque chose au niveau de votre gorge? Oui, le matin, tellement que j'ai essayé de sortir, j'ai fini par sentir un peu de douleur. D'accord. Est-ce que vous êtes enrhumé? Non, Non, pas de rhume. pas de... Vous ne toussez pas? Je ne touche pas. Vous n'avez pas de fièvre? Non, rien du tout. Juste que vous ressentez qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge. Juste que je Mais sens- quand vous avalez, il n'y a pas de problème. Quand je vais emballer, je sens que quand j'emballe, il y a un truc qui remonte. Qui essaie de faire comme ça, de sortir. Ouais. Quand je fais, je comprends qu'il y a un truc qui remonte. D'accord. Et quand il fait, je sens qu'il y a un truc Qui pointe là, qui fait le mouvement. qui fait le Mais mouvement. vous n'avez pas un problème d'estomac. Bon, l'estomac, je le ressens souvent, mais surtout quand je prends les comprimés. D'accord. Et lorsque Donc, vous ne pour le prenez moment, pas les depuis comprimés, hier, je n'ai pas d'estomac, je n'ai pas ressenti le mal d'estomac. Juste que j'ai senti qu'il y a encore un truc encore étranger dans ma gorge. d'accord. Voilà pourquoi il se... Ok. Vous pouvez déposer votre sac là, que je vous examiner. Dites ah. Allez-y. D'accord. Non, ça va, ça va. Vous descendez. Ok. Ok, ce qui se passe au niveau de votre gorge, c'est que la luette, ce qui est ici, ce qu'on a là, d'accord? Oui. Voilà, ici, là, ce sont les amygdales qu'on appelle les amygdales palatines. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur Reflet d'Afrique Télévision. Dans le cadre de notre émission Santé Plus, nous parlons des amygdalites. Pour mieux comprendre cette infection de la gorge, nous sommes avec le docteur Pissou, spécialiste ortho-rhino-laryngologue à l'hôpital du district de Bonassama. Docteur, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Nous allons gagner en temps et nous allons entrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi les amygdalites? Les amygdalites, en réalité, c'est une inflammation des amygdales palatines, donc, qui sont généralement d'origine virale et qui peuvent subir une surinfection bactérienne. Donc, en clair, c'est une inflammation des amygdales palatines. Lorsqu'on écoute, docteur, vos explications, on serait tenté, on ne comprend pas exactement c'est quoi les amygdalites. Comment est-ce qu'elles se manifestent réellement?
pour la plupart, les patients qui ont une amygdalite, ils vont venir, le maître symptôme, c'est d'abord la douleur. Le docteur, j'ai mal à la gorge. Oui. Il peut donc s'ajouter une fièvre, une toux, même sur le plan de l'examen physique, on peut noter des adénopathies cervicales, vulgairement appelées des ganglions, qui sont augmentés de volume. En réalité, c'est des adénopathies réactionnelles à cette inflammation au niveau de la gorge, dont notamment ces amygdales palatines. Docteur, lorsqu'on écoute vos explications, on serait tenté de croire qu'il s'agit d'une angine, parce que généralement, quand on a mal à la gorge, on dit qu'on souffre d'une angine. C'est quoi la différence exactement entre une angine, une amygdalite et une pharyngite? Justement, comme vous signalez très bien, l'angine est encore appelée l'amygdalite, oui, qui est cette inflammation, voilà, ou une infection de ces amygdales palatines. Donc, amygdalite est égal à angine. En clair, c'est ça. Et la différence, quoi? L'amygdalite, comme je l'ai dit, c'est une inflammation ou une infection des amygdales palatines qui peut être d'origine virale pour la plupart et qui peuvent donc être surinfectées. Et à ce moment-là, on a donc le tableau d'angine qui est pour la plupart d'origine streptococcique, donc bactérienne. La bactérie la plus fréquente là, c'est le streptocoque qui est de type A, bêta-hémolytique. Et la différence qu'on peut noter, c'est que la pharyngite, c'est en réalité une inflammation du pharynx, pour dire clairement comme ça. Oui, et ce pharynx, généralement, c'est à partir d'un rhume. On a, et toutes les muqueuses, vous savez, c'est à partir du nez, l'inflammation peut donc s'étendre au niveau du rhinopharynx, qui donne la rhinopharyngite au niveau du pharynx de manière générale. Oui. Donc la pharyngite, pour être clair, c'est une inflammation du pharynx, tout simplement. D'accord. Nous allons parler en présent des causes. Quelle est la cause directe des amygdalites? Bon, pour dire cause directe, on peut situer ça, comme on a dit, c'est une inflammation. Premièrement, c'est au décours d'un rhume, un rhume anal. On a la rhinite, mais maintenant qui peut s'étendre donc au pharynx, oui, et chez les enfants, pour la plupart, on parle de rhinopharyngite, oui. Donc à ce moment, c'est généralement de cause virale, oui. J'ai dit tantôt donc les rhinovirus, les adénovirus, voilà. Mais ça peut donc être aussi d'origine allergique. Oui. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les pharyngites allergiques. Oui. Et là, on a ces différentes causes, dont infectieuses, virales, et puis non infectieuses. On peut avoir l'allergène qui peut être à la cause, donc une pharyngite allergique. D'après nos recherches, nous avons appris que la gorge est constituée de deux zones, le pharynx et le larynx. Les amygdales sont par contre deux points situés au niveau de la gorge et sont constitués d'un tissu qu'on appelle ganglion lymphatique. Celui-ci joue un rôle de barrière qui empêche les microbes d'entrer. C'est exact, docteur? On dit ganglion, on peut plutôt parler des amygdales. En fait, on veut parler des amygdales palatines. Oui. Comprenez un peu, c'est les amygdales palatines qui jouent un rôle dans la défense immunitaire, en fait. Oui. Surtout dès le bas âge. On est avec cette amygdale-là et ça joue un rôle immunitaire, dans la défense immunitaire. Et progressivement, lorsqu'on perd donc la défense dont les anticorps qui ont été transmis par la main, le relais beaucoup plus. Voilà, les amygdales, en réalité, ce que vous devez retenir, c'est que les amygdales palatines jouent un rôle essentiel dans la défense immunitaire. Dans ce cas, pourquoi est-ce que ce sont les enfants qui sont le plus touchés par les amygdalites? Voilà. Justement parce que déjà, l'enfant, c'est après beaucoup plus une maladie d'adaptation. Je vous ai dit tantôt
que généralement, c'est les rhinopharyngites. Oui, c'est-à-dire cette inflammation qui prend le pharynx avec les voies narinaires. Hein. Et là, les enfants s'adaptent avec la nature. Ils s'adaptent, et tout le monde doit passer par là parce qu'il est en train de faire une adaptation avec sa défense immunitaire. Et là, il passe beaucoup plus par cette phase-là. Beaucoup de sujets, il peut faire 6 à 10 rhume de manière vulgaire comme ça, par an. Dont les enfants, c'est justement la cible d'abord des rhinopharyngites. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une courte respiration à la régie avec cet élément de conseil pratique et on vous retrouve juste derrière. Oh là là, j'ai l'impression en montant les escaliers que Marius, il a un petit chagrin là. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah il dormait, petit frère. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, il s'est réveillé. Coucou, Marius. Marius. Oh bah l'embêter. On va pas l'embêter. Ça, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne mouchera pas Marius aujourd'hui s'il n'est pas bien. Bon, Fanny, ça va quand même? Alors, vous voyez ce que vit Fanny en ce moment même? On l'a toute vécu. Surtout, c'est comme si elle était dans le train et qu'elle se disait, là, il faut vraiment qu'il arrête de pleurer. Vous savez quoi? Que dans la maison des maternelles, les bébés ont le droit de pleurer. Mais les bébés ont le droit de pleurer. Oh, bah, c'est pire, alors j'arrête de lui parler. Bon, Laurence, c'est important de moucher son bébé? De moucher son bébé parce que s'il a trop de sécrétions dans le nez, ça peut partir en arrière et ça va finir par aller sur les bronches. Donc voilà, ça c'est pas plus bon. on enlève les sécrétions, moins on en aura sur les bronches. Donc moins on aura de risque d'avoir une maladie derrière. Et puis c'est important parce que les bébés à cet âge-là respirent principalement par le nez et ont du mal à respirer par la bouche, surtout en plus avec une tétine, donc il faut qu'ils aient le nez dégagé. Et Fanny, vous utilisez le mouche-bébé, vous? Oui, j'utilise le petit mouche-bébé. C'est le mouche-bébé. Moi, j'ai pas ça, moi. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de mouche-bébé. Donc, il y a ce type-là qui est un type mécanique, c'est-à-dire qu'on va mettre dans le nez du bébé et puis appuyer pour aspirer. Hein. Il y a Ah oui, ça c'est le moins drôle. Ouais, moi, c'est Où ce on que va j'ai, mettre moi. à l'intérieur aussi de la narine et aspirer avec la bouche les sécrétions. Mais il y a un petit opercule qui ne permet pas d'avoir les pas dans la sécrétions bouche, dans la c'est bouche, sûr. hein, c'est sûr. Et on a le top du top qui est électrique. Mais ça, j'ai l'impression que ça marche pas, moi, ça. Et normalement, ça aspire un petit peu. Bah oui, je sais, mais moi, j'ai l'impression que ça n'inspire rien. Bon, de toute Mais façon, bon, je c'est- n'aime pas les mouches bébés. Alors voilà, expliquez-nous pourquoi vous aimez Mais pas. parce que quand on met comme ça dans la narine et qu'on aspire, on peut faire collaber des petits vaisseaux et on peut finir par irriter la narine de l'enfant. Ah oui, ça, c'est pas Donc, bien. c'est pas top. Hein. Bon, Donc, alors il vaut évidemment, mieux. je précise juste que voilà, vous avez une voix qui est celle de notre Après, vous pouvez puricultrice, utiliser le mais mouche que bébé quand même, voilà, il faut le faire tout doucement, c'est tout. voilà, c'est vous qui décidez. Alors vous êtes libre. Alors comment est-ce qu'on fait le nettoyage du bébé au sérum physiologique sans faire hurler son bébé? Alors, on va utiliser Fanny, quand même vous concentrer sur ce que dit Laurent. le B.A.B.A. Le début, c'est de faire des petites mouchettes dans lesquelles qu'on va imprégner de sérum physiologique et on va rentrer la mouchette dans la narine du bébé. Là, on va enlever les sécrétions qui sont basiques, je dirais, les toutes premières sécrétions, mais ça ne fait pas un lavage de nez. C'est juste pour nettoyer au bord, mais on peut rentrer à l'intérieur parce que ça va pas l'irriter. Hein. Ensuite, on va pouvoir faire des lavages de nez, principalement vraiment des lavages de nez. Donc là, on va directement prendre la pipette, on va tourner, allonger l'enfant sur la table de change, tourner sa tête, bien maintenir, et on va instiller le contenu de la pipette doucement, pas tout d'un seul coup parce que ça pourrait appuyer sur son oreille, mais doucement, on va l'instiller et on va fermer la bouche du bébé et fermer sa narine pour que ça essaye de sortir de l'autre côté. Donc ça, on peut le faire avec du sérum physiologique ou on peut le faire avec un produit à base d'eau de mer qui, lui, va donner une pulvérisation d'eau de mer qui est intéressante pour nettoyer les narines du bébé. On va faire la même chose, tenir la tête et instiller l'eau de mer dans la narine du bébé. Donc ça, c'est une des façons de faire. S'il est très, très enrhumé et qu'il faut vraiment faire un lavage pour être sûr que ça ressorte bien, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les coucher sur le ventre en tenant avec la main. Ça, alors. Je pense que c'est la meilleure des techniques, à mon avis. Donc, je vais faire avec cette main-là, ça sera plus facile. On tient la tête du bébé, ça sera plus visible surtout. Et on va faire pareil, prendre une pipette et instiller. Mais comme il est un petit peu penché en avant, on est sûr que ça va ressortir de l'autre côté. Et là, on peut le faire plus fort parce qu'on ne risque pas d'abîmer l'oreille, puisque l'oreille est plus haute. D'accord. Donc, vous pouvez appuyer plus fort et ça fait un vrai lavage. Et on insiste jusqu'à ce que ça ressorte propre. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres techniques alors?
À part celle-là. À part celle-ci, il n'y en a pas d'autres. Ah, c'était ça. C'était ça. Et donc, du coup, au fur et à mesure que ça sort, on essuie, mais il n'y a pas d'autres trucs. Pardon, Laurent, je ne vous ai pas sais que vraiment vous êtes écouté. perturbée par ce bébé qui Je ne veux pas perturber, mais je me mets à la place de la maman qui a les jambes en coton. On l'a toutes vécu. Bon, merci beaucoup. Ça vous a aidé? Bah, vous n'avez rien écouté, fallait bien le dire. Écoutez, Agathe, non, je vais vous dire la vérité, je n'ai rien écouté. Ce qu'a dit Laurent. Vous regarderez en replay. Bah alors, petit Marius, on t'a réveillé. On t'a réveillé, on l'a embêté, c'est normal. Bon, merci en tout cas d'être venu avec Marius. Ça sera un grand moment de télévision, il verra ça quand il sera grand, ça le fera bien rigoler. Il a passé ses... Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision. Nous sommes toujours avec le docteur Pissou dans le cadre de votre émission Santé Plus. Nous allons parler à présent des traitements et des petites astuces pour contrer cette infection de la gorge. Docteur, avant la transition, nous parlions des amygdalites. Maintenant, nous voulons savoir quels sont les symptômes de cette pathologie. Bon, les symptômes, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord la douleur, qui est le maître symptôme. Le malade va venir se plaindre de douleur au niveau de la gorge. J'ai mal, docteur, j'ai mal quand j'avale. Oui, il y a la fièvre, oui, qui s'ajoute. La fièvre, généralement, lorsque c'est d'origine virale, peut avoir ce fébricule 38,5. Il y a la toux, qui est le meilleur symptôme. Parfois, lorsque c'est suite à une pharyngite, bon, on n'a pas d'amygdalite, on reste là-dessus. Donc, il y a la douleur, il y a la fièvre, il y a la toux qui peut être présente, il y a la présence des ganglions lorsqu'on examine le malade, des adénopathies cervicales. Docteur, tout à l'heure, quand vous donnez des explications, vous avez dit les causes peuvent être virales et bactériennes. Est-ce que les symptômes changent en fonction de qu'elles soient virales ou alors bactériennes? Est-ce que les symptômes sont les mêmes ou alors elles varient? Classiquement, les symptômes sont les mêmes. Mais c'est à peu près, il y a à la différence près de certains signes, voilà, ou certains symptômes qui deviennent un peu beaucoup plus bruyants, comme la fièvre. Voilà. La fièvre, lorsque les bactériens, le plus souvent, la température, vous parlez, lorsque ça sera un peu plus élevé, oui. La douleur peut être un peu plus forte, voilà. Donc sinon, classiquement, c'est des mêmes. Oui. Parce que généralement, la bactérie vient faire une surinfection. À cause de 60 à 80% des cas, la cause est d'abord virale. Et maintenant, il peut donc arriver l'installation d'une surinfection bactérienne. Et c'est là où les signes deviennent un peu plus bruyants. Et là, on peut donc se dire, ici, on a affaire à une surinfection bactérienne, donc une amygdalite bactérienne. Dans ce cas, quelle attitude devrait avoir une maman qui voit son enfant qui fait 38 degrés de fièvre et qui ne sait vraiment pas quoi faire? Quel est le premier geste qu'elle doit faire pour soulager son enfant? Et là, le tout premier geste que la maman doit faire, c'est de chercher à lui donner un antalgique, c'est-à-dire un antidouleur simple, à type de paracétamol. Oui. Ça, avant d'arriver chez le médecin pour pouvoir voir exactement de quoi il s'agit. Aura-t-on besoin d'un antibiotique? Pas, parce que si on ne suspecte pas une cause bactérienne, on n'en aura pas besoin. Voilà. Donc l'antalgique seul, parfois suffit. Et il faudra, ce qu'il y a même à retenir là-dessus, il faudra vérifier est-ce qu'il n'y a pas un rhume sous-jacent. Parce que surtout chez les enfants, on a ce qu'on appelle la rhinopharyngite. Et parfois c'est une pharyngite diffuse, c'est-à-dire toute la gorge qui est inflammatoire. Et ça s'étend au niveau des fosses nasales. Voilà. Là, on a un tableau de rhinopharyngite, parmi lesquels il faudra associer d'autres traitements adjuvants tels que le lavage des narines au sérum physiologique. C'est autre chose. Parlons tout à présent des traitements. Y a-t-il un traitement spécifique pour soigner les amygdalites virales et un autre traitement pour soigner les amygdalites bactériennes? Ou alors le traitement qui va pour les amygdalites virales peut également être utilisé pour les amygdalites bactériennes? Ou alors c'est deux traitements ou alors c'est un seul pour les deux? Non, là, du coup, on peut dire, si c'est d'origine virale, comme on disait, le traitement reste juste symptomatique. Voilà. On donne un traitement symptomatique, c'est-à-dire, tu as ton amygdalite là où il n'y a pas vraiment solution d'atteinte de surinfection bactérienne, juste du paracétamol ou par exemple
antalgique local, et ça suffit. Voilà. Même lorsque elle est bactérienne, voilà. On fait souvent ce qu'on appelle le test de diagnostic rapide, c'est-à-dire le TDR. Oui. Ça nous permet d'avoir une preuve, voilà, bactérienne, et là, par conséquent, nous permet d'associer donc à cet antalgique un antibiotique. C'est là la différence. Donc, on voit que si c'est viral, on peut rester juste à un antalgique simple, traitement symptomatique. Lorsqu'on a encore de ça, lorsqu'on a une cause bactérienne, on sera obligé d'ajouter un antibiotique. Voilà la spécificité. Et au bout de combien de temps pouvons-nous dire qu'une amygdalite est récidiviste? En réalité, lorsqu'on dit qu'une angine ou alors une amygdalite est récidiviste ou alors à répétition, une amygdalite à répétition, c'est lorsqu'on a environ 3 angines, d'accord? 3 épisodes d'angine par an, malgré le traitement adéquat. Oui. Aujourd'hui, je vois le malade, là, je mets le traitement, je trouve que c'est une angine, on met le traitement adéquat, c'est le traitement qu'il faut pour cette angine bactérienne. 3 à 4 mois plus tard, le même patient revient encore, on met le traitement qu'il faut, après refait encore, donc 3 à 4 épisodes par an, on entre déjà dans la définition d'angine à répétition. Et à quel moment doit-on recourir à une ablation des amygdales? Voilà. Les amygdales, les indications encore d'ablation des amygdales qu'on appelez amygdalectomie, là, ça a des indications particulières. Chez les enfants, généralement, il y a des causes obstructives. Ça donne ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a les angines à répétition, comme on citait, d'accord? Voilà. Et même les pharyngites chroniques, mais généralement c'est chez les adultes. Voilà, cela. Et si on passe aussi chez les adultes, c'est les suspicions de cancer à ces endroits, donc au niveau des amygdales, les pharyngites chroniques, voilà, et même les angines aussi, à répétition. Et quelles peuvent être les conséquences de cette opération chirurgicale? On juge toujours lorsque une indication chirurgicale est posée, ça veut dire qu'on a jugé les avantages. Le bénéfice doit être toujours au-dessus des inconvénients. Donc oui, c'est si d'abord... une opération elle est ratée, Maintenant, quelles conséquences peut en découler si durant une opération, on rate l'opération ou alors on a programmé une opération alors qu'il n'était pas encore lieu de le faire? Quelles peuvent être les conséquences pour le patient? Non, c'est là où tout ce qui précède d'abord la chirurgie doit être fait. Oui, il y a toute une préparation à partir déjà de l'indication chirurgicale. Oui, il faut voir est-ce que l'indication est vraiment ce qu'il faut. Mais maintenant, il y a une préparation sur le plan anesthésique. Oui. Tout ceci, il y a un background d'abord avant d'amener un malade au bloc opératoire, mais tout peut être fait. Mais ce n'est pas vraiment, on n'est pas toujours, il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Mais on fait tout pour écarter ces risques-là, pour réduire au maximum à zéro ces risques. Mais le risque peut arriver comme partout d'ailleurs. Oui, je peux me lever là, je ne sais pas si je vais tomber ou pas. Ça arrive. Donc les risques existent partout, mais on fait tout. C'est là l'intérêt d'une bonne préparation du patient. Poser vraiment sur le plan scientifique l'indication opératoire et puis maintenant faire une très bonne préparation du patient. D'accord. À vous d'entendre, docteur, une bonne préparation garantit le succès d'une opération chirurgicale? Non, ne garantit pas toujours. Ne garantit pas toujours le succès. On peut très bien, on peut passer tout un bon temps, on réunit tout avec des très bons chirurgiens, très bien entraînés, mais il peut toujours avoir des complications. Oui. C'est pour ça que je dis que pour toute chose, le risque n'est jamais zéro. Oui, on a toujours un risque devant nous lorsqu'on s'engage à faire quelque chose. Oui.
on ne pourrait jamais vous dire que le risque est zéro, que vraiment, je ne peux jamais dire, ça veut dire que on ne peut jamais dire à un patient que là où vous partez là, on part, il n'y a aucun risque. C'est justement de ce risque que je veux que vous parliez. Non, il y a toujours des risques. Il y a, à partir déjà de risques, il y a déjà un risque hémorragique lorsque je pars. Oui, le malade peut signer, ça c'est un risque hémorragique déjà. Il peut arriver que vous partiez, voilà, par erreur, une lésion, une structure noble peut être touchée, voilà. Ça, c'est pas un vaisseau, voilà. Ça, c'est le plus gros risque déjà même. Le risque le plus important, parce que les risques sont partagés. Hein. Il y a un risque anesthésique, un risque chirurgical. Parce que quand vous partez, ce n'est pas seulement le chirurgien qui est appelé au bloc. Il y a l'anesthésie. Oui, ça peut arriver que c'est un problème d'ordre anesthésique. Ça peut être que c'est un problème d'ordre chirurgical. Oui. Généralement, le risque hémorragique n'est pas vraiment zéro. C'est pour ça qu'il faut une très bonne préparation. On prépare très bien le patient. D'accord? Oui, classiquement, ce qui est très fréquent, ce qui est très le risque le plus, c'est le risque hémorragique. Les autres sont vraiment minimisés. D'accord. Ouais. Existe-t-il des moyens de prévention contre cette pathologie? Laquelle? La question que je vous pose, docteur. Je vais savoir s'il existe un moyen de prévention. Contre l'amygdalite? Non, les amygdalites, la prévention, mais c'est quoi? La prévention, c'est déjà vraiment de pouvoir, ça part à partir de la base je peux même dire quoi? Je dirais, dans la vie commune, comme je disais, la cause virale est fréquente, dans la promiscuité par exemple, oui. Dans les crèches, vous allez voir des enfants qui se partagent beaucoup de virus, oui. Il y a par exemple, on se dit, les enfants qui ne sont pas allaités maternellement, oui, qu'il y a aussi que c'est plus des facteurs de risque qu'on peut dire. Voilà. Il y a donc la garderie, les crèches, voilà. Ça, c'est beaucoup plus des facteurs, on peut citer, c'est plutôt des facteurs de risque que de dire, et il faut donc passer par écarter un peu ce facteur de risque. Lorsque l'enfant, il faut faire aussi des consultations, pas que vous savez en Afrique, dans la majorité des cas, ouais, on commence à faire des automédications, oui. Et après on dit que c'est des angines à répétition, alors que ce ne sont pas des angines à répétition. Il faut faire des consultations chez l'ORL. Bref, donc c'est là où la prévention va vraiment être bien donnée, bien orientée à la maman. Parce qu'on confond tout. Petite douleur au niveau de la gorge, on dit j'ai l'angine. Qu'est-ce qui est angine? Parce que déjà même, est-ce que la personne connaît que c'est vraiment de l'angine ou l'amygdalite ou même une pharyngite? Ça, c'est quand vous venez comme ça fait éclairer vraiment la population. C'est ça qu'il s'agit. Donc vraiment consulter d'abord. Toute douleur au niveau de la gorge n'est pas égale à angine. D'accord. Docteur, c'est ici que nous allons mettre un terme à cet entretien fort intéressant. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps et pour éclaircir nos téléspectateurs sur cette pathologie qu'est l'angine. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette entrevue. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle sortie de Santé Plus, agréable sur le programme sur Reflet d'Afrique Télévision.